Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre podcast ESC Made in France. Ici Arthur, je reprends la présentation pour cet épisode un peu spécial où nous recevons pour une interview le journaliste pour 20 minutes et spécialiste de l'Eurovision Fabien Randan. Pardon. Bonsoir Fabien, Bonsoir Arthur, ça va? ça va bien et toi? Ben, ça va, merci beaucoup de la proposition de participer à cet épisode. Fabien, je te reçois car tu sors un livre intitulé Queerovision, publié aux éditions Double Ponctuation. Tu nous racontes comment la communauté queer a investi le concours Eurovision au fil des années, et ce depuis sa Mhm. toute première édition, de Danny Doberson à Bambi Thug et Nemo, en passant par Christian Björkman et Conchita Wurst, par exemple. C'est Euh, ça. un ouvrage que je trouve personnellement très complet et très intéressant, même pour quelqu'un qui est fan du concours. Mais avant de parler du livre, je te propose de parler un peu de toi. Tout d'abord, c'est quoi ton premier souvenir à toi du concours? Et en général, en fait, c'est quoi ton rapport à l'Eurovision? Alors, j'ai eu un rapport qui a évolué avec l'Eurovision puisque c'est devenu un rapport professionnel au final. Mais mon tout premier souvenir de l'Eurovision, c'est Amina en 1991. Je devais à l'époque avoir 7 ans. C'était, je me souviens, une chanson que j'entendais pas mal. J'avais l'impression qu'il y avait régulièrement le clip qui passait à la télévision. Euh, donc c'est un peu le premier rapport que j'ai eu avec l'Eurovision. Je crois pas que j'ai entendu parler du concours avant. Euh, j'ai un souvenir très diffus de cette édition à la télévision. Forcément, j'étais tout petit et d'ailleurs, j'ai pas dû la voir tout en entier ou alors je me suis reconstitué des souvenirs après coup. Euh, et donc, il y a eu comme ça, donc, quand j'ai grandi, les années qui ont suivi, j'ai des souvenirs de un peu de flash comme ça, notamment Patrick Fiori, Mama Corsica. C'était une chanson, une participation qui m'avait marqué. Et puis après, en grandissant, bon, euh, je lui ai un peu tourné le dos à ce concours. Et puis c'était aussi le début des années 2000 où c'était pas forcément les éditions qui étaient les plus médiatisées, ni forcément les plus attrayantes comme ça sur le papier. Et en fait, j'ai reconnecté. Euh, L'année de l'ordi en fait, donc à regarder et puis ensuite avec mon compagnon on s'est mis à tous les ans inviter des amis pour regarder la finale de l'Eurovision et faire une viewing party avec un buffet sur le thème du pays organisateur. Donc c'était assez chouette et puis il y a eu l'édition 2014 qui m'a particulièrement marqué et qui a été le tournant puisque donc c'était la victoire de Conchita Wurst et vraiment j'étais avec plein de potes donc effectivement à la maison et d'emblée il y avait ce côté voilà il faut que Conchita gagne on s'est vraiment pris au jeu comme ça toute la soirée. À l'époque, j'avais pas un rapport de grand connaisseur du concours. J'avais entendu parler de Conchita Wurst, notamment par le fait qu'il y avait une campagne de dénigrement en Autriche avec des pétitions pour dire non, on veut pas que ce soit Conchita Wurst qui représente le pays à l'Eurovision. Donc j'avais surtout été marqué par ça. Et là, il me semblait évident, effectivement, en voyant sa performance, ben voilà, c'est la gagnante, ça y est, on l'a. Et il y avait quelque chose, effectivement, d'euphorisant. La prestation était dingue. Et c'est arrivé une année après la mise en place du mariage pour tous. Et moi, j'avais encore, et j'en ai encore des traces aujourd'hui bien ancrées dans la mémoire des manifestations, de l'homophobie ambiante, quelque chose que j'ai vécu comme une vraie violence symbolique. Et il y a eu dans cette victoire de Conchita Wurst quelque chose de consolateur, on va dire. On voyait une figure queer briller, ne pas s'excuser et puis simplement voilà être là et porter ce message de je renais de mes cendres. Donc ça a été quelque chose de très fort et en parlant avec un de mes amis ce soir-là, je lui ai dit mais quand même ça devrait être dingue d'assister à l'Eurovision, de vivre ça, mais ça doit être tellement galère de trouver une place, de s'organiser, etc. Et il me dit, ah, mais
Écoute, pas du tout. Tu sais, il y a des clubs qui existent, qui s'appellent les clubs OGAE. Ils ont des packages. C'est toujours possible, à un moment ou à un autre, d'essayer d'avoir des places. Enfin, et à l'époque, c'était effectivement très possible. Déjà, les packages étaient moins chers et il y avait aussi moins de demandes. Voilà, donc renseigne-toi. Et si tu veux, ben voilà, on va l'an prochain à Vienne, en Autriche. On ira, on ira ensemble, on s'organise ça. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai rejoint OGAE, voilà, j'ai suivi. Et à l'époque, j'étais pas encore journaliste culture à 20 minutes. Je travaillais à 20 minutes, mais comme éditeur web, hein, je m'occupais donc du site internet, de la homepage, de relire les articles, etc. Et je leur ai dit à mes employeurs, ben, je vais faire des articles sur l'Eurovision, qui était un sujet qui était complètement négligé par 20 minutes à l'époque. Et on va voir si ça marche, si ça prend, si ça intéresse. Et il se trouve qu'effectivement, ça a marché. Et ce qui fait que depuis, donc, je vais intégrer le service culture de 20 minutes. Et tous les ans, je vais couvrir l'Eurovision pendant une dizaine de jours. Voilà, c'est une très longue explication, mais c'est le parcours, on va dire. C'est très complet, effectivement. Euh, D'ailleurs, le journal 20 minutes qui, aujourd'hui, du coup, hors les journaux spécialisés dans l'Eurovision, est, je pense, le journal qui parle le mieux d'Eurovision, en fait. Enfin, en tout cas, dans le monde, disons, des normies. Mhm. C'est le journal qui parle le mieux. Et d'ailleurs, récemment, tu as même, je crois, rectifié le Figaro sur un de Oui, leurs articles. J'avais vu passer ça. C'est oui, effectivement. Bah écoute, merci pour le compliment en tout cas. C'est vrai qu'à 20 minutes, on a à cœur de traiter l'Eurovision bah, de la même manière que mes collègues des sports. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là, mais bah, quand mes collègues des sports vont couvrir une Coupe du Monde de foot, par exemple, bah, ils y vont et ils parlent aussi bien des matchs en eux-mêmes, des résultats, que parfois des petites histoires de tel pays qui se qualifie un peu miraculeusement pour les huitièmes de finale, de tel joueur qui a un parcours assez exceptionnel et inspirant. Il y a toujours des histoires à raconter dans le sport. Et ben c'est pareil à l'Eurovision. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont un peu de mal à saisir. Et il y a toujours cette espèce voilà de traitement. L'Eurovision, c'est de moins en moins le cas, hein, mais a toujours tendance à être un peu regardé de haut par les médias généralistes en mode bon bah oui mais il n'y a pas grand chose à raconter quoi, voilà, c'est des gens qui chantent, il y a des uluberlus, c'est kitsch, c'est machin, donc des préjugés qui pour certains médias sont encore très ancrés. Et donc voilà, moi j'avais vraiment cette volonté là de dire bah, je vais vous parler d'Eurovision, mais on va parler des pronostics, de l'aspect compétition, bien sûr, des chansons en lice, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de raconter bah, l'histoire de certaines de ces chansons qui racontent quelque chose, qui défendent un sujet, qui font référence à tel événement historique, etc. etc. Et c'est une manière de raconter l'Europe aussi telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une manière de parler des tensions géopolitiques. Enfin, c'est un sujet hyper riche. Mais il y a toujours cette question de la légitimité qui se pose. Et c'est vrai que un peu par provocation, au départ sur les réseaux sociaux, je me suis autoproclamé spécialiste de l'Eurovision. Et en même temps, bah voilà, pourquoi pas, il n'y a pas de diplôme pour ça. Mais effectivement, j'ai développé au fil du temps une certaine expertise, une connaissance un peu des rouages. J'ai noué des contacts au sein de la sphère Eurovision avec des artistes, des producteurs, des directeurs de casting, des chefs de délégation, etc., etc. Donc voilà, oui, j'ai fait de l'Eurovision une de mes spécialisations. Et donc il y a toujours ce côté, ah oui, spécialiste de l'Eurovision, comme c'est rigolo. Mais sauf que quand on voit ce que le Figaro effectivement a écrit en disant que la chanson de Louane, Maman, pourrait être disqualifiée parce qu'elle n'a pas été inscrite à la SACEM et qu'elle remplacerait, elle se substituerait à la chanson Maman existante de 2015, là, j'ai envie de dire, bah oui, parfois, c'est pas plus mal de se renseigner et peut-être de faire appel à un spécialiste de l'Eurovision pour qu'il puisse expliquer en quoi, bah non, le problème là, il se pose pas là sur la participation, il y a eu validation, va pas y avoir de disqualification. Mais il y a toujours, même si effectivement, c'est quand même peut-être de moins en moins le cas, mais ça persiste. Il y a une légitimité à démontrer pour parler du sujet.
Et ça, je m'en rends compte aussi un petit peu dans la promotion de mon livre, où ben, j'ai l'impression, et je suis plutôt sollicité par des médias belges et suisses plutôt que par des médias français. Et ce que je trouve assez finalement parlant. Oui, c'est toute une question d'image du concours finalement qu'a l'Eurovision en France par rapport à nos voisins en fait, où c'est beaucoup mieux considéré. Enfin, en tout cas, c'est l'image qui ressort. Ouais. Est-ce que là, je vais passer du coup un peu du coq à l'âne, mais est-ce que toi, à l'Eurovision en règle générale, est-ce que tu as une chanson que tu préfères, qui t'a marqué? Ah, c'est-à-dire une chanson de toutes les éditions confondues? Toutes éditions confondues. Bah, alors moi, je dis toujours que ma chanson préférée de l'Eurovision, c'est le dernier qui a parlé, d'Amina. Je trouve que c'est une chanson qui n'a pas pris une ride, qui a encore vraiment quelque chose de très moderne, et je trouve que c'est vachement bien que la France, à l'époque, y aille avec cette candidature, avec ce que Amina amène musicalement, culturellement, prise de position comme ça, un peu poétique sur la guerre du Golfe. Je trouve ça assez audacieux. Donc ça, euh, ouais, je dirais, voilà, c'est ma chanson préférée de l'Eurovision. Et est-ce que tu te souviens de la dernière chanson liée à l'Eurovision que tu as écoutée? Ah, et ben ça devait être hier en marchant, je me baladais et j'avais ma playlist Eurovision, et je crois que la dernière que j'ai écoutée avant de rentrer chez moi, c'était Tavoakis, donc de Catharsis, la Lituanie de cette année. Très très bon goût. Très très bon goût. C'est mes 12 points. C'est mes 12 points aussi, je valide totalement. Bon, voilà. Alors, on va s'intéresser un peu plus au livre, du coup, Queerovision, trouvable Mhm, dans toute bonne librairie, aux éditions Double Ponctuation. Tu commences le livre en parlant de d'Annie Dauberson, mhm, l'une des deux premières représentantes de la France à l'Eurovision, et tu nous expliques son histoire et le fait qu'elle était lesbienne. ouais. Personnellement, alors je l'ai appris avec ton livre, pour le coup. Je ne m'étais pas renseigné avant sur cette chanteuse. Et du coup, je me demandais comment est-ce que tu as eu connaissance de cette histoire et comment est-ce que tu as organisé tes recherches à peu près. Alors, sur Danny Doberson en particulier? Sur Danny Dauberson, puis sur le reste du livre en règle générale. Voilà. Bah alors disons que c'est-à-dire que les recherches, c'est vrai qu'il y a entre les artistes dont je parle et qui sont morts et ceux qui sont encore en vie, il y a une différence dans l'approche et dans le travail de recherche. Il y a aussi il y a aussi des artistes comme Bilal Hassani, que j'avais eu beaucoup en interview. Donc, c'est peut-être le chapitre sur Bilal qui m'a demandé le moins de travail ou de recherche, puisque je le suis depuis plusieurs années. J'ai bien suivi son aventure Eurovision, je l'interviewe régulièrement. Donc, c'est voilà, je savais très précisément ce que je voulais raconter dans ce chapitre-là et comment le raconter. Et c'est vrai que Danny Doberson, moi, c'est en faisant mes recherches que j'ai découvert que bah, voilà, la première candidate lesbienne de l'Eurovision, c'était elle. Je l'ai découvert à travers le livre Les dessous lesbiens de la chanson. Il est écrit notamment par enfin coécrit par Léa Loudgitter, que j'ai interviewé d'ailleurs pour le livre, et qui est cité, qui m'a donné des précisions très éclairantes, notamment sur l'histoire des cabarets lesbiens de l'après-guerre à Paris, dans lesquels Danny Doberson se produisait. Et voilà, donc j'ai farfouillé. C'est vrai que c'était assez difficile de trouver des archives, des interviews. C'est une artiste qui n'est pas restée dans les mémoires. Son répertoire était essentiellement composé de reprises. Les feuilles mortes, elle reprenait du Piaf, etc. Donc, les quelques chansons originales qui ont été signées pour elle, ben, il y en a aucune qui est vraiment passée à la postérité. Donc, vu qu'elle s'est retirée après avec la vague yéyé, et puis elle a vécu une tragédie avec un accident de voiture dans lequel, pardon, elle a perdu l'amour de sa vie.
s'est retirée ensuite dans le sud de la France, et on n'a plus entendu vraiment parler d'elle, quoi. Donc ça a été voilà, essayer de retrouver des archives, des interviews. J'ai essentiellement retrouvé des critiques ou des comptes rendus de certains de ces spectacles, notamment dans la presse canadienne. Et on va dire que cette partie-là, c'est peut-être la partie entre Danny Doberson, le chapitre suivant, Jean-Claude Pascal, 1961. C'est les deux finalement que je connaissais le moins et qui m'ont demandé peut-être le plus de travail, mais c'était le plus peut-être le plus grisant à faire aussi, d'essayer d'assembler toutes les pièces comme ça, comme une petite enquête pour reconstituer le puzzle de ces personnalités et qui elles étaient, puisque même si c'était connu enfin connu dans les petits cénacles parisiens et culturels que Danny Doberson était homosexuel, c'est pas exprimé là-dessus, quoi. Il y a pas d'interview laquelle elle s'exprime explicitement là-dessus. Donc, il y a parfois des interviews télévisées que je retrouvais et où, voilà, entendre sa gouaille, sa manière de parler, c'était assez émouvant. Voilà. Tu nous parles de 12 histoires différentes dans cet Mhm. ouvrage. Euh, J'imagine que tu as dû faire une sélection pour en arriver à ces 12-là. Est-ce que c'est le cas déjà? Bah oui, puisque je trouvais que 12 c'était bien, puisque 12 points, et encore je l'ai triché un peu parce qu'il y a Bambi Thug et Nemo dans le dernier chapitre, donc techniquement ça fait 13, mais on va dire que ça porte bonheur. Euh, c'est vrai qu'il y avait des, des artistes, par exemple j'ai retrouvé, enfin, mais là je n'en avais pas là, enfin j'en ai trouvé qu'une seule occurrence. Euh, un article prétendant que Salvador Sobral était une personne intersexuée. Bon, je me suis posé la question, est-ce que je l'intègre ou pas? Et finalement, vu que Salvador Sobral ne s'est jamais exprimé là-dessus, que je n'avais pas pu obtenir confirmation, et que finalement sa chanson et sa participation n'a pas dit grand-chose de la réalité, de la question de l'intersexuation, bon, bah, par exemple, je passe. Il y a Verka Serdushka, qui, voilà, il y a bon, effectivement, drag queen, etc., mais qui, jusqu'à preuve du contraire, se présente comme hétérosexuel. Et je voulais vraiment rester sur des personnes queer. Donc oui, voilà, j'ai fait ces choix-là. Et en même temps, euh, c'est ça, je voulais parler d'éditions différentes, d'époques différentes. Parce qu'effectivement, depuis ces 10 dernières années, j'aurais pu prendre plein d'artistes. J'aurais pu prendre plein d'artistes, ne serait-ce que dans l'édition 2024. Les artistes LGBTQ étaient assez nombreux et nombreux. Donc, la sélection s'est faite aussi sur le côté qu'est-ce que chaque parcours, chaque chanson, chaque artiste me permet de raconter du contexte dans lequel il et elle s'inscrivent. D'ailleurs, c'est bien que tu parles de 2024 et du fait qu'il y a eu plainte du coup de, euh, de chanteurs, chanteuses queer dans l'édition. Mhm. Est-ce que tu trouves que ces dernières années, justement, il y a de plus en plus de chanteurs et chanteuses queer, et est-ce que tu penses que cette, comment dire, cet héritage se suit en 2025? Je trouve que j'ai l'impression que comment dire que ça s'est fait naturellement, qu'il n'y a pas un côté. Je pense pas que les délégations se disent ah là là, il nous faut absolument un artiste, une artiste issue de la communauté LGBT, sinon ça va pas le faire. Je pense que voilà, c'est avant tout un choix de personnalité, de chansons, etc., quoi. Enfin, ça, c'est dans le cadre d'une sélection interne. Et après, quand c'est une sélection, enfin, par télécrochet, sélection nationale, bon, ben, là, c'est le public qui décide. Mais je ne pense pas qu'il y ait cette idée de envoyons des personnes LGBTQ+, remplissons un quota ou je ne sais quoi. Le fait est que il y a aussi l'évolution de la visibilité des personnes queer en général dans la sphère médiatique, dans la sphère culturelle, etc. Donc,
ça se retranscrit aussi à l'Eurovision avec parfois, par exemple, des artistes qui vont jouer dans leur apparence la carte de l'androgynie. Voilà. Mais après, tous les artistes LGBTQ+ ne portent pas forcément des chansons toujours queer, ou alors est-ce que le fait qu'ils soient queer font que la chanson est queer? Le débat est ouvert. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de candidats LGBTQ+ l'an dernier. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas cette année. Mais en tout cas que l'an dernier, justement, ça m'avait incité à faire un article sur pourquoi est-ce que l'Eurovision est devenue une tribune pour les voix LGBTQ+. Bah peut-être que je l'aurais pas fait cette année parce que j'ai pas l'impression que ça soit l'aspect, l'angle le plus saillant de cette édition. Ou si je devais dire là, une des premières impressions qui me vient, c'est cette idée qu'il y a, enfin que c'est la colonie de vacances, quoi. Enfin, parce qu'il y a un tel contraste avec 2024 qui a été une édition très tendue. Là, bon bah on voit une poignée d'artistes qui ont l'habitude de se faire des lives sur Instagram, qui s'entraident, qui déconnent sur scène, etc. Et on a toujours vu ça, hein, finalement, les artistes sympathiser à l'Eurovision. Mais autant, j'en ai pas le souvenir. En tout cas, pas d'autant de live Instagram, de petites histoires comme ça. J'ai limite l'impression de suivre une télé-réalité, quoi, parfois. Oui, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que c'est un moment très plaisant de voir les artistes interagir entre elles, Oui, voilà, au-delà tout à fait. des pré-parties et tout. C'est effectivement, tu dis au début de ton livre, en introduction, il me semble, tu dis je cherche à aborder la compétition sous toutes ses facettes, musicale bien sûr, mais aussi politique, sociologique et économique. Mhm. Et effectivement, et ça, je crois que c'est vers la fin de ton livre, tu dis que l'édition 2024 a été assez éprouvante. Mhm. Et ça, je crois que beaucoup d'Eurofans l'ont ressenti également, dont moi. Et est-ce que quelle est ta vision des prochaines éditions? Est-ce que tu penses que les choses vont revenir à la normale ou est-ce que tu penses que on doit s'attendre à des éditions un peu moins édulcorées que par le passé, même si on voit que l'UR essaye avec notamment la charte que tu présentes vers la fin du livre, Mhm. Mhm. essaye de calmer un peu les choses. Mais en même temps, c'est la géopolitique qui veut ça. Enfin, quelle est ta vision sur toute cette situation finalement? Moi, là, j'ai l'impression que pour les prochaines années, et même pour cette édition-là, on va vers quelque chose qui est de l'ordre de la normalisation ou du pas de vague. Et la charte qui a été mise en place, bon, moi, ça me pose toujours question de dire oui, faut parler politique, pas politique. Bon, c'est pas une charte qui peut museler un artiste, mais euh, c'est vrai qu'avec disons cette charte-là, le fait qu'elle existe, elle sert surtout peut-être à protéger les artistes dans le sens où ils peuvent s'en prévaloir en disant non, je vais pas m'exprimer sur ce sujet-là, il y a la charte, il faut que je la respecte, faut pas que je donne mon opinion politique. Mais par exemple, je me suis retrouvé à interviewer avant Eurovision in Concert à Amsterdam le groupe ukrainien. Bon, bah, on a abordé la question de la guerre. Qu'est-ce que ça fait de représenter son pays qui est encore en conflit? Est-ce qu'il y a une responsabilité, etc., etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment dans la discussion, je me suis dit, mais là, en fait, est-ce que on n'est pas en train d'enfreindre la règle de ne parlons pas politique dans un événement lié à l'Eurovision? Et pourtant, ce qu'il me disait, c'était crucial. Donc, je pense que c'est surtout l'année dernière, comme il y a eu beaucoup, notamment avec la participation d'Israël, de pression qui a été mise sur les artistes pour prendre position, pour dire quelque chose avec ça. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des pétitions qui ont été signées. Voilà. Oui, voilà. Donc, il y a eu des pressions et c'est ce que Oli Alexander disait, que bah, par moment, c'était un peu trop dur à supporter, quoi. Voilà, de se dire quelle est ma responsabilité là-dedans, etc.
et des artistes qui se retrouvent en porte-à-faux entre leurs convictions personnelles, entre ce que peut leur apporter l'Eurovision pour leur carrière aussi. Et puis c'est un moment finalement unique ou presque, sauf quand on s'appelle Laurine par exemple, dans sa vie de faire l'Eurovision. On n'est pas sûr d'y participer 30 fois, quoi. Donc, donc je pense que là, la charte qui a été mise en place permet d'arrondir les angles. Bon, ça peut être cacher les sujets qui fâchent sous le tapis, mais j'ai l'impression et même sur les réseaux sociaux, que c'est beaucoup plus calme que l'année dernière, quoi, où il y avait, c'était très tendu, voilà, là j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a essentiellement ou en tout cas c'est ce que je vois, et peut-être aussi qu'il y a le biais, notamment du fait que peut-être que certaines personnes, euh, on va dire promptes à s'exprimer sur des sujets politiques, ont quitté X par exemple pour protester notamment contre Elon Musk. Donc peut-être que ça crée un biais là et que reste surtout des gens qui sont là pour parler d'Eurovision par le biais de voilà mon top 10, voilà qui va se qualifier selon moi, quels sont les pronostics, que s'est-il passé pendant la telle pré-partie. Voilà, j'ai l'impression qu'on est plus dans en tout cas de ce que moi je constate de mon fil d'actu, quoi. Et je crois qu'il y a le compte de l'Eurovision lui-même qui a quitté X aussi, il me semble. Oui, c'est ça. Il y a plus de posts, il y a plus de posts sur les réseaux, mais j'ai un souvenir. Alors après, je ne crois pas complètement inventer ça, mais l'an dernier, il me semble que les posts officiels de l'Eurovision concernant la candidate israélienne, on sentait qu'il n'y avait pas forcément C'était très comment, factuel. voilà, c'était factuel. Il y avait pas. Je crois qu'il y avait des histoires d'emojis. Certains pays avaient eu des emojis. Israël en avait pas eu. Enfin bon. Voilà, il y avait un côté très factuel. Et là, bon, sur Instagram notamment, bon ben, tous les candidats, toutes les candidates sont logés à la même enseigne, j'ai l'impression. Oui, c'est revenu un petit peu à la normale, entre guillemets, Mm. euh, la situation, mais c'est aussi, oui, peut-être des gens qui suivaient le concours qui ont peut-être été dégoûtés, en fait, de la situation en 2024, qui ont arrêté. Et c'est Oui, peut-être aussi, enfin, personnellement, moi, j'ai cette impression qu'il y a, que sur certains serveurs Discord, sur lesquels je suis, par exemple, il y a beaucoup moins d'activités que les années précédentes. ouais. Euh, Oui, mais c'est aussi une explication, effectivement, les gens qui en sont partis, qui ne se sentent plus à l'aise de regarder le concours, quoi. Voilà, ce qui tout à fait respectable. en tout cas, le livre Queerovision, dont Mhm. je me souviens aussi, tu parles de plusieurs artistes différents et différentes. Donc déjà sur un plan de l'époque, mais tu as aussi décidé de prendre des artistes aussi, j'ai l'impression, de toutes les régions un peu différentes de l'Europe. Oui, On a par exemple Sestre, le groupe de drag queen slovène. On a aussi Maria Cefirovic qui avait représenté la Serbie. c'est On a ça. des représentants français, des représentants d'Europe centrale, euh, d'Europe du Nord aussi également. Du coup, oui, c'est une vraie Mhm. volonté ça de vouloir représenter l'Europe dans toute sa géographie finalement. Alors, on va dire que quand j'ai d'abord fait une liste d'artistes. Voilà, et c'est vrai, quand je disais, j'y repensé quand je disais, j'en ai choisi 12, ben non 13, mais en fait, je parle aussi de Oli Alexander et de Axel Hirsou, donc ça fait 15. Mais voilà. Bon, parenthèse refermée. Euh, quand j'ai fait cette liste-là et que je l'ai regardée de loin, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est super parce que j'ai même pas à me triturer les méninges. Effectivement, ça permet d'évoquer plein de zones géographiques différentes et donc de situations différentes et d'époques différentes et aussi de balayer le spectre LGBT. Voilà,
les questions de lesbiennes, de gays, de bi, de trans et même d'hétéros à travers les tatous. Mais, mais oui, voilà, en fait, ça s'est fait comme ça et c'est bien tombé. En tout cas, personnellement, c'est un livre, du coup, que, encore une fois, que je recommande beaucoup. Une plutôt bonne lecture, je dois avouer. Euh, J'aurais une petite dernière question. Alors, en plus, est-ce que, alors ça doit être la question qu'on te pose, je pense, dans les médias auxquels tu interviens le plus, c'est quel est ton pronostic pour cette année? Ah bah là, moi, le pronostic, et je vais me mouiller, moi je dis que c'est la France qui gagne. Et pas par chauvinisme, mais je pense que là, les étoiles vont s'aligner pour Louane. Je le sens bien. Voilà. Je peux me tromper, voilà, je veux pas être dans la tiédeur, voilà, mais je pense que vraiment Louane a une carte à jouer. Ok, et si jamais la France ne gagne pas, pour toi, le second choix, ce serait quoi? Eh ben, mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que je vois tellement la France gagner que peut-être en deuxième choix, l'Autriche. Effectivement, c'est des bons prétendants, effectivement, à la gagne cette année. Parce que je crois pas vraiment à la victoire. La Suède, je la vois très bien placée, voire en tête au télévote. Euh, mais pas je la vois un peu plombée par les jurys. Et après, à moins qu'il y ait une victoire surprise d'un artiste qu'on n'attendrait pas, qui soit pas encore complètement dans les radars. Mais en fait, j'ai l'impression que Louane fera le consensus, en fait, sans gagner ni côté jury, ni côté télévote, mais fera une victoire à la Jamala ou à la Duncan Lawrence. Ok, eh ben, merci beaucoup pour ce pronostic et du coup pour ce livre, Queerovision. Et merci d'avoir accordé cette interview au podcast. Eh ben, Euh, c'était un plaisir. Merci pour les jolis mots sur le livre. Bah, j'en fais très touché. si. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Arthur, pardon, pour le SC Made in France. Bonne soirée à tous, bye bye.